L'horizon des cicatrices. Une histoire de rédemption, de reconstruction et d'amour. Il y a des nuits qui ne meurent pas. Elles s'accrochent à vous comme une écharde sous la peau, invisible mais impossible à ignorer. Elles respirent avec vous, elles battent avec votre cœur et parfois, elles murmurent. Pour Caleb Marraine, cette nuit-là avait une odeur de métal brûlé et un goût de cendre. Si vous aimez les histoires qui marquent, abonnez-vous et laissez-vous emporter. La colonie minière de Taïra 6 n'était pas un endroit que l'on aimait, c'était un endroit que l'on endurait. Plantée sur une petite lune grise à la lisière du système Kayden, elle n'avait rien de pittoresque. Des dômes pressurisés reliés par des tunnels de béton armés traversés en permanence par les vibrations sourdes des foreuses thermonucléaires, des dortoirs collectifs où hommes et femmes dormaient par roulement, trop épuisés pour rêver, des cafétérias qui sentaient la protéine reconstituée et la fatigue. Il n'y avait pas de jardin, pas de spectacle, ni de parc, ni de marché. Il y avait des veines de rhodonite compressées que la compagnie Helix l'extraction exploitait à un rythme effréné et des chiffres de production que le directeur régional d'Equerre affichait chaque lundi matin dans la salle commune avec la fierté d'un homme qui confond la prospérité d'une entreprise avec sa propre valeur. Caleb avait 31 ans ce soir-là. Il portait l'uniforme bleu marine de la compagnie Helix Extraction avec la raideur d'un homme qui croit encore aux hiérarchies. Chef des opérations défensives de Taïra 6, il avait sous ses ordres 18 agents armés, un réseau de tourelles automatisées à la fiabilité douteuse et un protocole de défense classé dans un fichier numérique qu'il relisait chaque semaine, en sachant pertinemment qu'il avait été écrit par quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds sur une lune minière. Il y avait 712 personnes sur cette lune. 319 étaient des employés miniers sous contrat, venus de la bordure galactique ou des zones grises de la périphérie terrienne, avec l'espoir de rembourser des dettes ou de constituer un capital de départ. Les autres, épouses, enfants, retraités revenus par amour ou par manque d'alternative, constituaient ce que la compagnie appelait pudiquement la population civile résidente. Ils vivaient sur les marges des marges, dans les quartiers résidentiels des dômes 4 et 5. Les Vrers surgirent à 23h42 heure locale. Ils n'annoncèrent pas leur arrivée, ils ne négocièrent pas. Leur vaisseau mère, une masse organique d'un noir irisé aux contours changeants comme quelque chose de vivant plutôt que de construit, silencieuse comme une prédatrice qui a cessé de se cacher, se matérialisa à 700 km d'altitude dans une fenêtre d'angle mort entre deux satellites de surveillance. Les techniciens de veille mirent 22 secondes à confirmer le contact. Pendant ces 22 secondes, le vaisseau lâcha ses drones de combat, des dizaines de modules autonomes d'un métal mat qui descendirent sur la Lune comme une pluie d'acier vivant, chacun poursuivant un objectif différent avec la précision d'un organisme déjà renseigné sur ce qu'il cherchait. Priorité aux installations. La voix de Decker claqua dans l'oreillette. Froide, précise, inhumaine dans sa logique. Caleb resta immobile une seconde de plus. Devant lui, sur les écrans, les drones Vref descendaient vers les dômes résidentiels, silencieux, méthodiques, inévitables. Derrière lui, ces hommes attendaient, et quelque part dans ces dômes, il y avait des enfants. Sa mâchoire se crispa. « Répétez, monsieur, dit-il, déjà certain de la réponse. J'ai dit, protégez les puits, les civils sont sécurisés. Mensonge. Caleb le savait, tout en lui le savait, mais il donna l'ordre. Sa voix ne trembla pas. Équipe Alpha sur les forages, maintenant. 13 hommes partirent. 5 seulement restèrent pour protéger des centaines de vies. 5. Le calcul était simple. Le résultat, irréversible. Pendant 2 heures, le secteur industriel de Taïra 6 résista. Les foreuses furent préservées, les convertisseurs de rhodonite tinrent bon, la récolte du trimestre fut sauvée. Le secteur résidentiel, lui, tomba en 40 minutes. Quand il arriva aux dômes 4 et 5, le monde était déjà vide. Pas détruit, pire, silencieux. Des portes arrachées, des jouets abandonnés. Une poupée, élongée sur le sol, les bras ouverts comme une question sans réponse. Caleb s'arrêta au milieu du couloir, respira, et quelque chose en lui céda. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste une fissure, fine, définitive. Et 3 semaines plus tard, on lui remit une médaille. Il la regarda longtemps.
puis la jeta dans le vide par le sas de son vaisseau d'évacuation. Il démissionna le lendemain matin. Il passa la semaine suivante à relire les dossiers des civils de Tahir-Assis, à chercher des traces, des manifestes de transport pirates, des registres de marchés aliens, des rumeurs sur les routes de transport d'Evref. Il ne trouva rien. Pendant 8 ans, il crut qu'ils étaient tous morts. 8 ans passèrent, 8 ans à dériver dans les épaves. Caleb n'était plus un soldat, juste un récupérateur, un homme qui fouillait les morts pour survivre. Le silence était devenu sa seule compagnie, et la culpabilité, son ombre. Dans les épaves qui dérivaient aux marges des routes commerciales, dans le métal froid et le silence des vaisseaux morts, Caleb avait trouvé quelque chose qui ressemblait à une pénitence. Pas assez pour absoudre, juste assez pour continuer. Il n'avait pas prévu de trouver autre chose. L'épave du Limina flottait comme une carcasse oubliée dans le secteur Oméga Grise. Dans cette région oubliée de la galaxie, les épaves étaient monnaie courante. Des transporteurs civils qui avaient tenté la traversée en économisant sur le carburant, des frégates marchandes victimes de la piraterie endémique, des vaisseaux de fortune qui s'étaient éteints silencieusement dans le noir. Les ferrailleurs, comme Caleb, en vivaient. Il avait 38 ans désormais. 7 ans de ferraillage solitaire avaient sculpté son visage avec la même rigueur que le vide spatial. Des traits creusés, une mâchoire carrée, des yeux gris-vert qui évaluaient les distances et les risques avec la froideur d'un instrument de mesure. Le Sirène était son monde entier. Un cargo de classe cormoran, aux flancs rayés et aux soutes odorantes de métal et d'huile de refroidissement, équipé d'un bras de récupération hydraulique articulé sur 3 axes et de cales transformées en ateliers de démontage où des pièces récupérées attendaient en rangées ordonnées d'être évaluées, réparées ou vendues. Il s'approcha du Lumina en manœuvrant délicatement ses propulseurs. Le transporteur avait été un vaisseau civil alien de taille moyenne, aux courbes organiques caractéristiques des chantiers navals Mérani. Il avait manifestement été attaqué, et pas depuis longtemps. Les cicatrices de tirs à plasma sur les flancs semblaient encore fraîches. Le métal vaporisé n'avait pas encore eu le temps de se solidifier en excroissance cristalline. La section avant avait été partiellement éventrée. Caleb entra. Il savait naviguer dans les épaves avec l'efficacité désaffectée d'un professionnel. Identifier les risques structurels en 30 secondes, localiser les zones de valeur, ne pas regarder les corps trop longtemps. Dans la salle des machines, il récupéra 2 convertisseurs d'énergie en bon état et un compresseur de carburant à moitié intact. Les pirates avaient fait du bon travail, les cargaisons avaient été vidées, les systèmes de valeur arrachés avec une hâte qui laissait des traces, des câbles sectionnés à la place de déconnectés, des panneaux d'accès forcés plutôt couverts. Pas leur première épave, probablement leur 20e. C'est en traversant la soute arrière qu'il la trouva. Elle était là, dans l'angle le plus reculé, derrière une pile de caisses vides. Sa torche éclaira d'abord ses mains, 2 mains fines croisées sur les genoux repliés, les articulations saillantes sous une peau d'une pâleur qui disait la malnutrition et l'épuisement. Repliée sur elle-même, comme si elle voulait disparaître dans son propre corps. À peine vivante. Ses yeux, ouverts, mais ailleurs, très loin. Elle avait peut-être 26 ans, impossible à dire. La souffrance avait effacé les repères du temps. Des cheveux bruns au burn, des yeux gris-vert presque identiques aux siens. Caleb s'approcha doucement. « Je ne te ferai pas de mal. » Sa voix résonna dans le métal creux. Elle ne réagit pas. Pas un mouvement. Pas un souffle différent. Rien. Il tendit la main vers son poignet pour y chercher un pouls. Puis il vit ses bras. Les marques. Fines. Répétées. Un langage gravé dans la chair. Son regard se ferma un instant, la gorge serrée. Quand il le rouvrit, la décision était déjà prise. « Je ne t'abandonnerai pas. » Il l'enveloppa dans la couverture thermique de sa combinaison avec les gestes précis d'un homme habitué à manipuler les choses fragiles. Elle était si légère qu'il l'emporta dans ses bras sans effort, et cette légèreté lui fit l'effet d'une gifle, pas la légèreté de la grâce, mais celle de quelqu'un qu'on a vidé de soi. Puis il la transporta jusqu'aux sirènes avec soin et la déposa dans la cabine secondaire. Les premiers jours furent un désert de silence. Elle ne parlait pas, ne regardait presque pas. Mais elle vivait. Pour le moment, c'était suffisant. Elle n'était pas seulement silencieuse, elle était hors d'état. Ses bras ne répondaient presque pas, ses jambes refusaient de porter son poids.
Des années de malnutrition et d'épuisement chronique avaient laissé son corps dans un état de dette si profonde que le simple fait de maintenir les yeux ouverts semblait lui coûter tout ce qui lui restait de volonté. Le lendemain matin, il sut qu'il fallait la laver, pas pour une question d'hygiène abstraite, pour elle, pour ce que ça représentait de pouvoir sentir l'eau chaude sur sa peau après tout ce qu'elle avait traversé. Il lui expliqua ce qu'il allait faire avant de faire quoi que ce soit. Il la porta jusqu'à la salle d'eau, elle ne pesait presque rien entre ses bras, pas le poids léger d'un corps en bonne santé, mais le poids creux et inquiétant d'un corps qui a été prélevé de lui-même pendant des années pour continuer à fonctionner. L'eau sera tiède, d'accord ? Un battement de cils. C'était son consentement. Alors il continua. Il l'installa sur le siège de paroi et ouvrit le jet tiède. Quand il retira sa combinaison vétuste, ce fut la première fois qu'il voyait vraiment ce que 8 ans d'asservissement avaient fait Égerat. Les côtes dessinaient un relief précis sous la peau, chaque arc osseux visible comme les membrures d'une coque abandonnée. Les clavicules saillaient avec une netteté qui faisait mal à regarder. Ses épaules, ses omoplates, ses hanches, tout ce qui aurait dû être enveloppé de chair et de force ne l'était plus, réduit à sa géométrie la plus nue. Et sur ce corps réduit à l'essentiel, il y avait les traces. Pas seulement les lignes fines des avant-bras qu'il avait déjà vues, d'autres marques, des anciennes cicatrices blanchâtres dans des endroits qui n'avaient rien d'accidentel, le genre de stigmates que laissent les châtiments répétés sur une durée suffisante pour que le corps finisse par s'en souvenir permanemment. Caleb n'y dit rien. Il ne laissa rien de ce qu'il voyait traverser son visage. Pas de pitié, pas de brage, rien, qui aurait pu la faire se sentir regardée autrement que comme une personne. Il commença à laver ses cheveux avec une attention minutieuse, avant d'y passer le peigne, sans arrêt. Puis il lava le reste, les épaules, le dos, les bras, avec les mêmes gestes simples et attentifs, sans appuyer là où la peau était abîmée, sans rien demander, sans jamais s'arrêter sur ce qu'il ne devait pas s'arrêter. Il garda les yeux sur ce qu'il faisait et rien d'autre. C'est seulement plus tard, seul dans l'atelier avec une pièce de récupération entre les mains qu'il ne réparait pas vraiment, que la colère vint. Pas une colère bruyante, une colère froide, dense, qui s'installa quelque part au fond de sa poitrine et n'en repartit jamais complètement. Contre Vax, contre les marchés de Kaeden, contre les ordres de Decker et contre lui-même qui avait suivi ses ordres. Les repas des premiers jours furent une autre épreuve. Il préparait du bouillon de végétaux concentré, chaud et légèrement salé, rien que l'estomac d'une personne aussi affaiblie ne pourrait recevoir, et remplissait une tasse qu'il plaçait entre ses mains. Ses mains tremblaient, incapables de lever la tasse. Caleb le comprit sans qu'elle ait à le dire. Il prit doucement la tasse entre ses propres mains, s'approcha et approcha le bord de ses lèvres. Elle but ainsi, pas parce qu'elle l'avait choisi, mais parce qu'il n'y avait aucune autre façon. Par petites gorgées espacées, avec des pauses fréquentes où sa gorge semblait hésiter, où le simple mécanisme d'avaler demandait une concentration que rien d'aussi simple ne devrait réclamer. Parfois, elle s'arrêtait, les yeux mi-clos, épuisée par le seul effort de recevoir ce qu'on lui donnait. Caleb attendait. Il ne pressait pas. Il tenait la tasse et il attendait. Et quand elle rouvrait les yeux, il reprenait, aussi longtemps qu'il le fallait. Caleb avait réchauffé sa cabine à 22 degrés et laissé de l'eau et des rations liquides nutritives sur la tablette. Il avait aussi, par un réflexe qu'il ne s'expliqua pas sur le moment mais comprit plus tard, laissé la porte intérieure ouverte. Pas grande, juste suffisamment pour que la lumière du couloir filtre, pour qu'elle sache qu'elle pouvait sortir si elle le souhaitait, si elle le pouvait, pour qu'elle sache que ce qui l'attendait de l'autre côté n'était pas le vide. Elle ne parlait pas, elle ne faisait aucun son. Elle mangeait rarement au début, juste quelques gorgées de bouillon reconstitué qu'il laissait à portée de main avant de s'éloigner, sans attendre ni observation ni remerciement. Quand il passait dans le couloir devant sa porte, il sentait son regard le suivre, une vigilance animale constante, les yeux qui évaluaient ses trajectoires et ses distances, comme quelqu'un qui a appris depuis longtemps que la bonté est une marchandise, que chaque geste de sollicitude arrive avec une facture inscrite quelque part qu'on vous présentera au moment le moins attendu. Ce fut le 5e soir qu'il comprit qu'elle était encore vivante d'une façon qui comptait. Il préparait un repas dans la cuisine de bord, une vraie soupe cette fois, avec des légumes déshydratés, une protéine synthétique et des herbes aromatiques en sachet qui sentaient vaguement le monde réel, quand il l'entendit s'approcher. Elle apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine titubante, pieds nus sur le métal froid du couloir, et elle ne regardait pas Caleb. Elle regardait la casserole sur le fourneau, avec une intensité presque douloureuse qui était du désir.
le désir brûlant et concentré de quelqu'un qui a faim depuis trop longtemps pour se souvenir clairement de l'état contraire. Il posa 2 bols sur la table sans un mot. Il s'installa de l'autre côté et commença à manger. Au bout d'une longue minute où elle resta dans l'encadrement de la porte comme quelqu'un qui vérifie une dernière fois la géographie d'une pièce avant d'y entrer, elle traversa la cuisine en longeant les murs, en gardant la porte dans son angle de vision permanente et s'assit à l'extrémité la plus distante de la table. Elle mangea, lentement d'abord, avec une retenue qui lui coûtait visiblement, puis avec une urgence qu'elle contenait à peine, comme quelqu'un qui a appris que la nourriture pouvait disparaître et qui ne veut pas que le corps oublie d'avaler le temps que l'esprit se ressaisisse. Caleb détourna le regard, parce qu'il comprenait trop bien ce qui se passait. La 2e semaine, il fit quelque chose qui lui parut évident, mais qui plus tard lui semblera avoir été la décision la plus importante de ses premiers mois. Il lui montra le siren. Pas juste la cabine, pas juste la cuisine et le couloir. Il lui fit faire le tour complet du vaisseau. Il lui expliqua le fonctionnement de chaque système avec la même patience qu'il aurait mise à former un nouvel équipier. Parce qu'il avait compris quelque chose d'essentiel pour elle. Connaître l'espace dans lequel on se trouve était une question de survie avant d'être une question de confort. Elle avait besoin de savoir où étaient les sorties. Elle avait besoin de comprendre la géographie pour cesser de la craindre. Ce soir-là, elle mangea à table pour la 2e fois, mais cette fois, elle ne longea pas les murs pour y arriver. Puis, sa voix revint comme une musique oubliée. Fragile, brisée, mais réelle. Chaud. Froid. Merci. Puis, dans l'obscurité du cockpit, elle dit « Je m'appelle Elowen ». Un silence. Caleb répondit « Doucement ». « Moi, c'est Caleb ». Pas de grande phrase, pas de poésie. Juste 2 noms. Mais dans cet échange minuscule, quelque chose naquit. La confiance ne vient pas comme un éclair. Elle pousse lentement, comme une racine dans la pierre. Elle commença par une porte laissée entr'ouverte, puis par un regard qui ne fuyait plus, puis par une présence partagée, sans mots. Une nuit, elle dormit dans le cockpit, à quelques centimètres de lui. Respiration calme, paisible. Caleb ne dormit pas. Il la regarda et comprit une chose essentielle. Elle lui faisait confiance, et cette confiance valait plus que tout. Puis, progressivement, elle commença à participer. Ce fut d'abord la musique. Caleb avait l'habitude de faire jouer de vieils enregistrements en travaillant, de la musique instrumentale, des compositeurs terriens, des pièces pour cordes et pianos qui remplissaient les coursives du siren sans attendre de réponse. Un matin, il trouva Elowen assise dans la soute convertie en atelier, les genoux ramenés contre elle, une pièce de réacteur entre les mains, en train de la démonter avec des gestes maladroits mais appliqués, pendant que de la musique jouait dans les haut-parleurs. Ils travaillèrent en silence pendant des heures, et ce silence-là était différent des précédents. Il n'était plus creux, il avait une texture, quelque chose de commun s'y était logé. Se fit ensuite la lecture. Il laissa la tablette de lecture sur la table de la cuisine un soir. Le lendemain matin, quand il se leva, elle avait bougé de quelques centimètres, preuve qu'elle avait été prise, lue et rendue. Le soir suivant, Elowen avait parcouru 200 pages d'un roman de voyage interstellaire. Elle ne dit rien, mais la tablette, désormais, changea de place chaque nuit, et le nombre de pages lues augmentait. C'est plusieurs semaines plus tard, lors d'une nuit de turbulence gravitationnelle en bordure du couloir de Tessara, où ni l'un ni l'autre ne pouvaient dormir, et où ils s'étaient retrouvés dans le cockpit par un hasard qui n'en était peut-être pas, qu'Elowen lui parla pour la première fois vraiment. Elle lui dit des choses brisées dans l'ordre dans lequel elle remontait. Terra 6, la lune grise et les bunkers ouverts comme des boîtes de conserve, les drones Vreth et le transport dans l'obscurité totale, les marchés d'esclaves aux confins du système Kaiden, les salles qui sentaient la sueur et la peur, les mains qui désignaient et les chiffres en devises aliens qui fixaient un prix. Un homme qui s'appelait Vax, ce qu'il avait fait, ce qu'elle avait appris à faire pour survivre à ce qu'il avait fait. Caleb resta immobile pendant tout ce temps. Il ne la regarda pas pour ne pas l'obliger à soutenir un regard. Il n'esquissa aucun geste vers elle, car il avait appris que les gestes dans sa direction devaient être annoncés, prévisibles, jamais surprises. Il attendit qu'elle ait fini, qu'elle ait épuisé ce qui était possible de dire ce soir-là. Puis il dit, dans l'obscurité qu'elle, « J'étais là. J'étais le chef de sécurité de Terra 6.
J'ai reçu l'ordre de protéger les installations. J'ai obéi. » Le silence qui suivit fut le plus long de la traversée. Il dura assez longtemps pour que Caleb commence à penser qu'Elohen allait se lever et quitter la pièce, et il lui semblait qu'il méritait qu'elle le fasse, qu'il méritait tous les silences qui pourraient être lui infligés, sans jamais avoir à les subir autant que les gens des bunkers avaient subi ce qu'il avait choisi. Mais elle ne bougea pas, et quand elle parla à nouveau, ce qu'elle dit ne fut pas de pardon, trop tôt pour ça, mais quelque chose de plus difficile encore à entendre. « Je sais, je l'ai compris la première fois que tu m'as laissé seule dans la cabine avec la porte ouverte. » Caleb ne comprit pas immédiatement. Il comprit plus tard en y repensant dans ses heures de veille, que la porte ouverte avait été le premier signe qu'il lui avait donné. Pas de discours, pas d'excuses, juste un acte, la porte ouverte, la possibilité de partir, la preuve que cette fois-là, il ne fermerait pas les yeux. Les mois qui suivirent furent le long travail patient de deux blessés qui apprennent à ne pas faire semblant que les blessures existent. Elohen récupéra lentement, avec une rigueur qui ressemblait à de l'obstination, mais qui était en réalité quelque chose de plus profond, une volonté de réhabiliter ce que les années d'esclavage avaient désoccupé. Son corps d'abord, les repas réguliers posaient de la chair sur les os, lui redonnant sa beauté. La chaleur constante du siren dénoua les contractures dans ses épaules et sa nuque. Le sommeil non surveillé lui redonnait quelque chose qui ressemblait à une présence dans les yeux, une présence qui n'était plus seulement de la vigilance, mais commençait à ressembler à de la curiosité. Puis son esprit, pas guéri, rien ne guérit vraiment de ce genre de choses, mais réhabilité. Elle recommença à exister dans l'espace, à prendre de la place, à avoir des opinions sur la musique et sur la meilleure route entre deux secteurs, et sur la façon dont Caleb faisait trop cuire les pâtes synthétiques et ne rangeait jamais les outils dans le bon ordre sur l'établi. Les semaines passèrent. Caleb maintint le cap vers Artus, une planète refuge à 3 mois de navigation, tout en continuant ses activités de ferraillage pour ne pas perdre le fil de ses revenus. Une nuit, les cauchemars de Caleb furent particulièrement violents. Terrassis, les bunkers, les jouets sur le béton toile, la voix de Decker dans l'oreillette. Il se réveilla haletant dans sa couchette, les mains crispées sur les draps, la respiration saccadée d'un homme qui vient de courir dans son sommeil. Dans le corridor éclairé à minima, Elohen était debout dans l'encadrement de sa porte. Elle ne dit rien. Elle traversa la pièce, s'assit au bord de sa couchette sans le toucher, et dans le noir elle commença à parler. Pas de Terrassis, pas du passé, d'une chose absurde et minuscule, la description minutieuse d'une forêt qu'elle avait lue dans un roman, des animaux qu'on n'entendait jamais, mais dont on voyait les empreintes le matin sur la terre humide. Elle parla jusqu'à ce que sa respiration à lui se régularise, jusqu'à ce que ses mains desserrent les draps. Puis elle se leva et repartit. Le lendemain matin, ils n'en parlèrent pas. Mais quelque chose avait changé de forme entre eux. Quelque chose qu'aucun mot ne pouvait nommer exactement, mais qui n'avait plus besoin de l'être pour exister. Puis vint la première fissure du cœur. Ce ne fut pas un baiser, pas encore. Ce fut un geste, simple, presque accidentel. Sa main, posée brièvement sur son avant-bras quand il avait des cauchemars. Quelques secondes seulement. Mais dans ce contact, il n'y avait ni peur, ni tension, ni recul. Juste une présence, une chaleur, une permission. Et Caleb sentit son cœur se déplacer légèrement dans sa poitrine, comme s'il retrouvait sa place. Quelques semaines plus tard, le dévoreur apparut sur les capteurs du Sirène, à 48 heures d'Artus. Caleb était aux commandes de la navigation quand l'alerte sonna, un signal de masse d'approche à 700 km derrière eux, en rattrapage progressif. Il identifia le vaisseau en moins d'1 minute grâce à la base de données des frégates pirates que tout ferrailleur qui tenait à sa vie maintenait à jour. Classe Prédateur modifiée, 18 canons à plasma de flanc, blindage renforcé de récupération, 23 signalements pour attaque sur voie commerciale en 10 ans, 9 épaves à son actif, capitaine Vax, connu, recherché par les autorités de 4 secteurs différents qui n'avaient jamais eu les moyens ni la volonté de le rattraper. Caleb s'immobilisa devant l'écran pendant un long moment, le nom résonnait différemment depuis la nuit où Elohen le lui avait dit, pas comme un son, mais comme quelque chose de solide et de lourd qu'il avait gardé en réserve quelque part, sans savoir exactement quoi en faire. Et maintenant, il était là,
à 700 km et en train de le rattraper. Il alla chercher Elohen dans l'atelier. La réaction d'Elohen ne fut pas ce qu'il attendait. Elle posa lentement la pièce qu'elle tenait sur l'établi, s'essuya les mains sur son tablier et leva les yeux vers lui avec une expression qu'il ne lui avait encore jamais vue dans cette proportion. Pas de la peur, pas de la résignation. Quelque chose de froid et décidé. La communication de Vax arriva 20 minutes plus tard. Son visage s'afficha sur l'écran principal du cockpit. Il sourit en voyant Caleb, le sourire de quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire et qui trouve ça drôle. « Ferrailleur, tu as quelque chose à moi à bord. Je veux juste récupérer mon bien. Coupe tes moteurs et on règle ça proprement. Personne n'a besoin que ça devienne compliqué. »« Elle n'est pas ton bien, » dit Caleb. Vax sourit plus largement, avec une patience exagérée. « Non, bien sûr que non. Mais toi et moi, on sait tous les deux que t'es pas en mesure de t'y opposer durablement. » Il fit une pause, laissant l'aplomb de l'énoncé s'installer. « J'ai lu ton dossier, ma reine, chef de sécurité de Tahir 6, l'homme qui a choisi les machines plutôt que les gens. T'as pas eu le cran de te battre ce soir-là. Tu as obéi, tu as suivi les règles jusqu'au bout et tu as regardé les autres payer les conséquences. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu seras toujours. » Les mots de Vax n'étaient pas des mensonges, ce n'était pas une caricature ni une invention. C'était une version reconnaissable, une silhouette dont il portait encore les contours. Et sous l'insulte, il sentit quelque chose de familier se lever dans sa poitrine, l'ancienne paralysie de Tahir 6, celle qui venait quand les ordres et la conscience se regardaient en face et qu'il ne savait plus lequel avait le droit de gagner. Ce fut Elohen qui parla. Elle était entrée dans le cockpit sans bruit et Khaled ne l'avait pas entendue. Elle se plaça devant l'écran de communication, debout, le visage exactement en face de celui de Vax, et quand elle parla, sa voix n'avait rien du tremblement des premiers mois, ni de la prudence des semaines de reconstruction. Elle avait la stabilité de quelque chose décidé depuis longtemps et enfin dit. Vax. Un seul mot. Son nom dit sans tremblement. Je ne suis pas ce que tu crois avoir perdu. Tu n'as jamais rien possédé de moi. Tu m'as eu pendant 8 ans, et tu n'en as pas fait grand-chose d'utile, puisque je suis encore là. Il eut un silence, le visage de Vax changea, pas beaucoup, juste un ressaut dans la mâchoire, qui disait que la surprise et la rage se disputaient le territoire de son expression. « Tu es encore à moi, et le ferrailleur maintenant. »« Non, » dit Elohen. Et elle coupa la communication. Elle se tourna vers Caleb, ses yeux avaient la même expression froide et résolue qu'il avait vue dans l'atelier. « Il va attaquer dans les prochaines minutes. Qu'est-ce qu'on a ?» Caleb était resté immobile pendant toute la scène avec une sensation dans la poitrine difficile à nommer, quelque chose de plus grand que de l'admiration, quelque chose qui ressemblait à voir quelqu'un traverser un mur qu'il croyait inenfranchissable. Il cligna les yeux, la paralysie s'en alla, pas parce qu'il l'avait chassée, mais parce qu'Elohen venait de lui montrer comment on fait. On regarde l'ancienne blessure en face et on lui dit non, simplement, sans ornement. Le sirène n'est pas un vaisseau de combat, mais il a des capacités qu'on peut réorienter, dit Caleb en s'installant aux commandes. Ce qui suivit fut une heure de travail intense et précis, les deux opérant en tandem, avec une coordination fluide, presque silencieuse. Ils se connaissaient assez désormais pour anticiper les gestes de l'autre, pour savoir ce que l'un allait demander avant de l'articuler. Caleb réconfigura les propulseurs en mode rafale discontinue, une technique de ferrailleur pour manœuvrer dans les champs de débris denses qui produisaient des changements de trajectoire abrupts et imprévisibles, idéal pour déjouer les systèmes de visée automatique. Elohen, dans l'atelier, connecta en série les 2 convertisseurs d'énergie récupérés sur le Lumina aux émetteurs du bras de récupération magnétique, amplifiant sa puissance à un niveau que le manuel de bord n'avait jamais prévu de mentionner. Le dévoreur attaqua à 19h43. Ses premiers tirs de plasma passèrent dans le vide laissé par les rafales des propulseurs. Le Siren bondissant sur des vecteurs impossibles pour un vaisseau de sa masse, son moteur couinant sous la contrainte, ses parois intérieures résonnant à chaque changement brutal. Le dévoreur reprit de la position, recalibra. Plus grand, plus armé, il gagnait dans la durée. Il le savait. Caleb le savait. « Prêt ?» dit Elohen dans le communicateur de bord, sa voix parfaitement calme. « Prêt », répondit Caleb. Il attendit l'angle exact. Il n'aurait qu'une seule fenêtre, peut-être 3 secondes. Et quand le dévoreur passa dans l'axe du bras de récupération, il lança l'émission.
L'impulsion électromagnétique concentrée des deux convertisseurs en série traversa les 700 mètres de vide et frappa les systèmes du dévoreur avec la précision d'un scalpel. Pas une explosion spectaculaire, juste un arrêt. Les boucliers de Vax qui tombèrent à zéro, ses systèmes de propulsion qui s'éteignirent comme une lampe dans ton couple courant, son vaisseau qui continua sur son élan en dérive libre, aveugle et sourd dans le noir. Caleb activa le système de communication sur la fréquence d'urgence universelle. Sa voix était calme, le calme de quelqu'un qui a pris sa décision et qui n'a plus besoin de la justifier à personne, ni même à lui-même. Vaisseau dévoreur, vous êtes neutralisé. Votre position est enregistrée et transmise aux autorités du secteur Artus Périphérie. Tentez toute remise en marche et je brûle vos réservoirs de carburant avec ce qui me reste de puissance d'émission. Je vous conseille d'attendre les autorités. C'est votre meilleure option. Elowen arriva dans le cockpit et s'assit proche de lui. Il la regarda depuis son siège, elle le regarda. Dans l'espace entre eux, dans ce vieux cockpit d'un cargo de ferrailleurs à 48 heures d'une planète refuge, quelque chose qui n'avait pas encore tout à fait de nom fit le chemin qui lui restait à faire. Elle posa ses mains sur ses joues, encadra son visage avec une douceur qui était l'opposé exact de tout ce qui venait de se passer, et elle posa ses lèvres sur les siennes. Ce baiser-là n'avait rien de fragile, il était long, profond, délibéré. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses cheveux, et ses mains trouvèrent sa taille, la serrèrent contre lui. Quand elle recula, elle avait les yeux brillants. « Artus », dit-elle, pas comme une question, comme une destination choisie. « Artus », confirma Caleb, et ses mains trouvèrent les siennes. Ils atterrirent à Artus au lever du premier soleil. Depuis l'orbite basse, Caleb avait regardé le continent se déployer. Des forêts denses de teintes de jade et de cuivre, des rivières qui brillaient comme du métal fondu, des côtes dentelées où une mer d'un bleu intense venait mourir contre des falaises. Pas de mégalopole. Artus était une planète de la périphérie, que les gens choisissaient quand ils voulaient exister sans être trouvés. Caleb posa le Siren dans une clairière à la lisière d'une forêt. Le sas s'ouvrit, l'air entra dans le vaisseau comme une chose vivante, chaud, épais, chargé de résine et d'herbe humide. Elowen descendit la passerelle la première, pieds nus. Elle posa les pieds dans l'herbe haute et s'arrêta, ferma les yeux, leva le visage vers le ciel où 2 lunes pâles flottaient encore dans le bleu clair du matin. Caleb la rejoignit et se tint à côté d'elle sans la toucher. Ils restèrent longtemps dans cette clairière, le Siren reposant devant eux. La cabane qu'ils construisirent dans les semaines suivantes, avec l'aide de quelques voisins de la communauté la plus proche, était simple. 2 pièces principales aux murs de bois sombre, une véranda ouverte sur la forêt qui captait le vent du matin, un toit incliné qui canalisait la pluie dans des bassins de pierre. Mais elle était solide, et elle était à eux, construite de leurs mains dans la lumière chaude d'une planète qui ne leur demandait rien en échange. La nuit de l'équinoxe 6 semaines après leur arrivée, sous le ciel à 2 lunes qu'Elowen aimait regarder depuis les marches de la véranda, dans la chambre aux murs nus qui sentait encore le bois frais, ils apprirent les contours l'un de l'autre avec une lenteur qui n'était pas de la retenue, mais de l'émerveillement, et se donnèrent l'un à l'autre. Ce ne fut pas le début d'une chose nouvelle, ce fut l'aboutissement d'une chose qui avait commencé dans la soute croide du Limina et qui s'était construite dans les silences du Siren. Leur cicatrice n'avait pas disparu, elle ne disparaîtrait jamais. Mais dans cette nuit-là, avec les 2 lunes pour témoins silencieux, ces cicatrices changèrent de nature. Elles n'étaient plus la honte ni la preuve d'une défaite, elles étaient les preuves d'une traversée. Caleb en traça certaines du bout des doigts avec une douceur infinie. Elle laissa faire, pas en résignation, mais en confiance. « Elowen, je suis là. » Il la prit dans ses bras et leurs corps s'épousèrent avec une lenteur qui n'était plus celle de l'apprentissage, mais celle de l'habitude amoureuse. Fin de l'histoire. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Ça compte vraiment. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour être notifié des nouvelles histoires et laisse un like si ce récit t'a plu. C'est ce qui m'aide à continuer à en créer. À très bientôt pour une nouvelle histoire.